Bonjour à tous et félicitations. Si vous êtes en vie, un nouveau journal de vlog, et au lieu de commencer directement par les choses vues récemment, j'y passerai juste après, je vais démarrer par une petite auto-félicitation, puisque j'ai l'impression, enfin j'ai été amené à constater que je suis devenu une célébrité, une superstar, on pourrait presque dire, hein, du YouTube game français. Il m'arrive un truc il y a 2 jours, ça m'a tellement fait rire. Alors si vous me suivez sur Twitter ou sur Facebook, vous êtes au courant, mais là il fallait absolument que j'en parle. C'est trop drôle. Je tiens à dire que c'est la première fois depuis que j'ai ma chaîne YouTube que ça m'arrive. Figurez-vous que je me connecte un matin et je vois que j'ai donc des messages des commentaires sous mes vidéos. Enfin, vous savez, j'ai des alertes YouTube, quoi. Mais je vois qu'il y en a une, c'est vous êtes cité dans une vidéo, mais cité tagué. Donc voilà, je clique sur le truc, je vois que c'est un mec que je connais pas du tout. J'ai jamais entendu parler de ce type. Voilà, qui a une petite chaîne visiblement où il fait des critiques de films, enfin surtout apparemment des trucs d'achat récents, enfin comme ça, de DVD, Blu-ray et tout ça. Bref, mais je le connais pas du tout. Il m'a jamais parlé, j'ai jamais parlé, je ne sais pas qui c'est, quoi. Bon, c'est alors, ça fait partie de ces chaînes un peu étonnantes, parce que du coup je regarde et je vois il a 12 000 abonnés ou je sais pas quoi, et je me dis, waouh, quand même, c'est étonnant que j'en ai jamais entendu parler. Et je parcours les vidéos et je vois que jamais il dépasse les 200 vues. Et là, franchement, j'en reviens à ce truc qui me sidère à chaque fois. Je comprends que tu fasses beaucoup moins de vues que tu as d'abonnés. Moi-même, je fais beaucoup moins de vues que j'ai d'abonnés. Je fais 3000 vues à peu près, j'ai 8000 abonnés. Et c'est le cas de presque tous les youtubeurs que je connais. Voilà, ils font pas... Enfin voilà, quand ils sont 30 000 abonnés, ils font pas 30 000 vues par vidéo. Mais ils font pas non plus 200 vues, enfin bon. Et là, toutes les vidéos, c'est une centaine de vues, alors qu'il a 12 000 abonnés. Mais je me dis, mais comment c'est possible? Bref. Et je vois donc que je suis effectivement... Il y a marqué, hein, d'ailleurs, dans les commentaires de cette vidéo, qui est une sorte de live, où il parle de ses achats récents, je sais pas quoi. Il met je cite, et je suis dedans. Je cite les youtubeurs. Il dit, mais pourquoi il me taxe et qu'il veut que j'entende ce qu'il a dit sur moi? Il n'y a pas d'autre raison, de toute façon. Enfin, il n'y a pas d'autre raison. Si, oui... Bref, un petit peu d'opportunisme aussi pour utiliser des noms qui éventuellement... Mais bon, moi, je suis vraiment pas une star, quoi. Je regarde son truc, je dis, mais bon, où est-ce qu'il parle de moi? Qu'est-ce qu'il a à me dire, qu'en fait? Je réalise que sur une vidéo de plus d'1 heure, le mec parle de moi, montre en main vraiment 3 secondes, juste parce que quelqu'un lui dit moi j'aime bien la fille ton vidéo, il lui répond ouais non, moi, enfin bon, j'ai rien contre lui, mais je regarde pas ses vidéos. Voilà. Ouais les gars, je suis... Ouais. Bah oui, mais non, mais c'est quand même... vous seriez à ma place, vous auriez été ému. Bah oui. Donc voilà, donc le mec se fait chier à me taguer, etc. Juste pour que j'aille voir qu'il regarde pas mes vidéos, que en gros je l'intéresse pas, mais qu'il a rien contre moi. Putain, c'était magnifique. Et donc là je me suis dit, mec, t'es une référence. T'es une référence. Quand les gens parlent de toi, ils sont obligés de te taguer pour... Voilà. Ah misère, ah, la magie des réseaux sociaux. Putain, les réseaux sociaux. C'est terrible, les réseaux sociaux. Et plus particulièrement la magie du YouTube ciné français. Alors donc j'enchaîne avec ce que j'ai vu récemment. Et non, toujours pas les gars. Et non, toujours pas. C'est la vidéo de la professionnalisation. Et pourtant il fait beaucoup moins chaud là. Il pleut même, je peux le dire, il pleut. J'étais à 2 doigts de mettre mon perf et mon petit foulard. Hein. On va faire un achat récent. Et alors figurez-vous que je vais vous faire un unboxing, mais alors d'une qualité. C'est pas de l'unboxing que vous voyez tous les jours avec des trucs bidons, quoi. Non. Là, on va faire un unboxing d'un sachet Scarface. Hop, je vous montre bien à la caméra. Voilà, mise au point impeccable. Et voilà, j'étais tombé là-dessus à Paris il y a longtemps, en fait. Mais vraiment longtemps, il y a des mois, je vous mens pas. Donc là, vous voyez, vous avez les petits personnages, voilà. Là, la magnifique statue de Tony Montana, The World Is Yours. Et j'avais vu ça et j'avais trouvé ça tellement drôle, quoi. Bon, c'était pas cher, hein, je vais pas vous mentir. Que du coup, je l'ai pris. Et je suis rentré de Paris, et je l'ai posé dans un coin et je l'ai oublié. Bordel. Voilà, j'ai honte, mais vous apprécierez ma franchise. Parce que y a plein de gens qui mentiraient, en fait, carrément, quoi. Ils diraient, je rentre à l'instant de Paris. Acteur studio, un peu. Genre un peu essoufflé et tout. J'ai attendu pour l'ouvrir d'être rentré. Donc voilà, et j'ai décidé que j'allais l'ouvrir avec vous, les amis, n'est-ce pas, une vidéo qui commence sous des auspices exceptionnels. Et d'ailleurs, j'ai reçu plusieurs messages me disant, mec, t'achètes plus rien de
T'achètes plus rien en fait. C'est où les achats récents? T'as des petits trucs, des petits DVD de mendiants. Ça fait longtemps que tu ne l'as pas montré, une belle pièce et tout. Je crois que la dernière d'ailleurs c'était Papa Emeritus. Je sais pas, c'est pas, je crois d'ailleurs, c'est sûr. Et oui, alors oui. Et là je vous le dis franchement, ça fait un bon moment que j'économise un peu pour un achat totalement déraisonnable, mais voilà, un truc complètement con, hein, qui va pas faire fantasmer beaucoup de gens parmi vous. Par contre, ça va en faire rire pas mal, je pense. Et voilà, c'est un truc dont je rêve depuis que j'ai 13 piges, espèce de Graal. Voilà. D'ailleurs, j'aurais pu le citer, hein, les Graal que tu n'as pas encore obtenus, etc. J'aurais pu citer ce truc-là, parce que voilà, depuis que j'ai 13 ans, je me dis non, mais non, c'est trop cher, ce machin et tout. Bon. Et là, je me dis, mec, 53 piges, et t'en as toujours envie. Est-ce que c'est pas le moment d'économiser pour te l'acheter, quoi. Voilà. Et donc c'est ce que je fais depuis un petit moment, et normalement, je devrais pouvoir acquérir cette merveille. Ah ben, on est début juillet, bah ce mois-ci en fait, enfin on verra. Parce que j'attends, enfin c'est compliqué. Voilà, il faut attendre des arrivages, c'est des éditions très limitées, enfin des tirages très limités. Je vous raconterai tout ça quand j'aurai reçu. Voilà. D'ailleurs un Graal, un vrai que j'ai oublié de citer parce que je suis rancu de merde. Quand la personne m'avait posé la question au sujet des jouets. C'est le Goldorak, là, le Shogun Warrior. Ça a été un Graal pendant très longtemps et que j'ai fini par obtenir. Nous allons donc ouvrir ce sachet. Alors, comment... Mais il n'y a même pas d'encoche, mec. Ah, peut-être ça s'ouvre comme ça. Comme les paquets de chips, ça peut. Oh, c'est extraordinaire. Putain, c'est plus lourd que ce que je pensais. Eh bien, figurez-vous, les amis, c'est donc des porte-clés. Je découvre, je ne sais même pas. Un porte-clés de la sculpture, la statue de Tony Montana. The World is Yours. Alors là, je vais vous faire un truc, voilà, là vous voyez, petit truc en plastique, mais plastique dur, assez solide, hein, enfin assez lourd. C'est plus quali que ce que je pensais en fait. Mais non, mais c'est trop bien. Je vais avoir mon porte-clés The World is Yours. Voilà, c'était passionnant. Je pense que vous avez tous la larme à l'œil, hein. Enfin, vous aviez le souffle coupé. C'était vraiment un suspense assez intenable. Et on va pouvoir enchaîner avec les choses vues récemment. Qu'est-ce que j'ai vu récemment? Alors, très récemment, puisque c'était hier soir, j'ai vu Heads of State, je sais plus si ça a été traduit sur Prime Video. Le nouveau film de Ilya Naishuller, donc le réal de Nobody, que j'avais adoré. Je sais qu'il y a des gens qui ont détesté ce film. Il y avait même Durandal pourtant que j'aime beaucoup, quoi, qui avait fait un dérapage total. Enfin, le mec, il a lâché la rampe et il a dévalé l'escalier, quoi. En faisant une vidéo de hater pur et dur, genre pire film jamais sorti et tout. Et il avait demandé à toute sa commu de ne pas aller le voir, carrément. Il a boycotté le truc. Oh là là, non, c'était pas un bon jour. Je pense qu'il avait eu des dégâts des os le matin, un truc comme ça. Enfin, il était pas dans son assiette. Donc c'était acharné sur le film de façon ridicule, voilà, en exigeant que ses abonnés n'aillent pas le voir. Et moi j'ai adoré ce film, Nobody. Donc voilà, et on a la suite d'ailleurs qui arrive bientôt. On verra ce que ça vaut. Bref, j'aime beaucoup en tout cas, du coup, ce réal. Enfin voilà, c'est un très jeune réal, et sauf erreur, c'est quasi son seul film, ou c'était peut-être son deuxième, je ne sais plus. Bref. En tout cas, donc il revient avec Heads of State pour Prime Video, avec John Cena. Si vous me connaissez, vous savez que John Cena, depuis que j'ai vu Peacemaker, c'est un mec que j'adore. Je dis pas que c'est un immense acteur, je dis que c'est un acteur que j'adore. Voilà, je fais partie de la secte, donc des anonymes, enfin l'anonyme c'est raté, mais des inconscients qui ont beaucoup aimé la première saison de Peacemaker pour 1 milliard de raisons, et j'ai énormément d'arguments. Voilà, je dis ça pour des fois les gens comme Samir par exemple qui pourraient se plaindre que je ne fais que donner des avis sans argumenter. Là j'avais plein d'arguments à base de heavy metal et tout. Donc là John Cena et Idris Elba que j'aime beaucoup également, donc deux acteurs que je kiffe. Un film qui s'annonçait en mode fun action movie pour se détendre avec des chips, des glaces et du soda. De quoi ça parle? Ça parle du président des États-Unis et du premier ministre britannique qui vont être pris pour cible. En fait, ils vont être les victimes, pardon, d'un attentat incroyable sur Air Force One. Enfin, genre, une scène de taré. Et donc, ils vont réchapper à cette tentative d'assassinat, quoi. Miraculeusement, se retrouver à l'autre bout du monde, livrés à eux-mêmes, et ils vont devoir donc survivre parce qu'ils comprennent qu'ils sont la cible, en fait, d'un puissant ennemi étranger
qui a décidé de semer le chaos dans la sphère politique mondiale et accessoirement de les supprimer vraiment de la surface de la planète, l'un comme l'autre. Donc à la fois il faut survivre, à la fois il faut trouver qui sont les traîtres, parce qu'en fait ils se rendent vite compte que voilà, il y a des taupes infiltrées qui font que toutes les infos censées être privées ne le sont pas du tout et sont connues de leur adversaire. Enfin ouais. Oh là là, ça n'arrête pas, film d'action qui va à 2000 à l'heure, ça dure 2 heures je précise. Aucun ventre mou, j'aime à le préciser quand c'est le cas, et là c'est le cas, vraiment. Beaucoup de punchlines qui m'ont personnellement beaucoup fait rire. Bref, j'ai passé un super bon moment et je m'y attendais pas du tout. Quand j'ai vu que ça durait 2 plombes, je me suis dit ouais bon, j'ai beaucoup aimé Nobody, donc ce réal je le sens bien, mais le pitch, ça me faisait un peu peur quoi. Et ben non, c'est le feel good fun movie de ce mois-ci pour moi, clairement, en tout cas sur les plateformes. Et je parlais l'autre jour de des films Prime Video qui, bon, pour moi, étaient pas les meilleurs chaque année, enfin, comparé par exemple aux films des fois de HBO ou Apple TV. Ah bah là, ça fait vraiment plaisir parce que pour moi, l'objectif, il est atteint, quoi, complètement. Donc c'est une grosse reco, mais c'est une reco fun, hein. Vous attendez pas un chef-d'œuvre, évidemment, mais c'est très quali pour ce que c'est, je trouve. Et le tandem Elba et Senna, il fonctionne à balle, vraiment, le côté buddy movie, c'est écrit, ça rappelle vraiment, ouais, certains films des années 80, du début des années 90, et j'ai kiffé, voilà, j'ai surkiffé. Et alors, la réal, il y a quand même au moins 3 fois où je me suis dit, c'est dingue ce que je regarde au niveau de la réal quoi. Et les effets sont ouf. Il y a beaucoup, enfin le budget est visiblement assez important, hein, parce que quand tu regardes ça, t'as l'impression que ça a coûté aussi cher qu'un Mission Impossible et c'est aussi beau quoi. Donc voilà, c'est un vrai régal. Les scènes d'action, il y en a 3-4 vraiment donc majeures dans le film. Elles sont ouf quoi. Et en plus, alors il y en a une avec la chanson des Beastie Boys, Sabotage, que j'adore. Et qui est tellement bien rythmé, le montage, les cuts, mais c'est oufissime, oufissime. Une scène de fusillade, mais de... Oh la vache, je me suis régalé, je te suis dit, une leçon, vraiment. Et une scène de course-poursuite de bagnole, un peu plus loin, avec en fond sonore Kickstart My Heart de Motley Crue. Non mais j'étais aux anges. Vraiment. En plus, c'est un genre de... Comment dire, ils ont totalement remixé la chanson. Ils ont rajouté des violons, des nappes de synthé. J'ai halluciné, il faut absolument que je trouve ce mix qui a été fait clairement spécialement pour le film. Je ne sais pas s'ils le diffuseront ou si ça restera comment dire, uniquement présent dans le film. Ce serait cool qu'ils le sortent. Bref, en tout cas, voilà, même la fin, c'est fun. Oh là là, ça fait plaisir quoi. Moi je suis en plus vraiment, ce genre de film là, ça fait longtemps qu'à chaque fois je suis ultra déçu. Et là non, donc ça méritait d'être précisé. Qu'ai-je vu d'autre? J'ai vu le documentaire Netflix American Apparel, donc sur cette la naissance, le triomphe de cette marque de fringues américaine il y a quelques années, puis aux scandales qui ont explosé liés à son dirigeant, mais c'est enfin surtout son créateur. J'ai oublié son nom, mais on va l'appeler gros connard, hein, clairement. Et à la chute de cette marque qui a suivi. Moi, je connaissais très peu de choses. Je connaissais American Apparel comme marque parce que c'est hyper connu. Je me souviens des magasins, enfin surtout aux États-Unis, tout ça. Et bref, tu regardes ça, t'es consterné, t'as la haine, parce que finalement le mec s'en est super bien sorti. Mais voilà, c'est la vie. En tout cas, très bon petit docu, ça dure 50 minutes. Hein. C'est, je crois, dans la série de ceux dont je vous parle régulièrement. Là, on avait eu La Croisière s'amuse plus et le festival de Travis Scott dans la même série. Très sympa, très bien. Voilà, petite reco. J'ai vu également Substitution, Bring Her Back, ça s'appelle en VO. Le nouveau film des deux réals qui avaient fait Talk to Me, c'était en français La Main, je crois. Que j'avais bien aimé, sans plus, mais j'avais trouvé que c'était quand même vraiment sympa, qui était un film à 24, hein, parce que je sais plus qui m'a dit, non mais en fait tu détestes tous les films à 24, mais tellement pas mec, il y en a plein que j'ai adoré, et j'en ai parlé depuis que j'ai ma chaîne, quoi. Il y a des fois j'adore, il y a des fois j'aime pas du tout, et ça m'empêche pas de gueuler sur certains travers de ce studio, je trouve. Mais voilà, ça ne va pas au-delà de ça. Donc là, c'est la nouvelle livraison de ces deux mecs, et c'est comment dire, c'est dans le même univers, voilà, c'est dans le même universe
que Talk to Me, la main. Donc il y a des choses qui sont liées, c'est pas flagrant, hein, c'est pas si tu le sais pas du tout et que t'as jamais vu la main, ça va pas te gêner et tu vas pas te dire oh là il me manque des éléments d'information, etc. Néanmoins, quand t'as vu la main, t'as des petits doutes et puis sur le net, il y a des interviews des réals où ils expliquent toutes les connexions qu'il y a entre ces deux films. Bref. On va suivre un jeune ado et sa petite sœur, enfin donc un petit peu plus jeune que lui, mais pas beaucoup plus jeune. Hein. Je dis ado, mais je crois qu'il a 17 ans, un truc comme ça, il va bientôt avoir 18. Elle est plus jeune quand même. C'est sa demi-sœur qui est handicapée, donc elle est pas aveugle, mais presque. Hein, elle voit juste des formes et des lumières. Enfin, donc un handicap lourd quand même, hein, évidemment. Le film commence avec le décès brutal de leur père. Et suite à ça, ils vont être placés dans une famille d'accueil qui est en réalité la maison d'une femme qui est seule et qui a perdu sa fille dans les circonstances dramatiques, sa fille qui était aveugle d'ailleurs. Et voilà, et ils arrivent, ils vont percevoir, alors surtout lui, parce que elle, la gamine pas trop, parce que en fait cette femme fait une fixette sur la gamine et clairement elle a pas envie du gamin quoi. Elle en veut pas, donc elle le tolère, mais elle voulait juste récupérer la gamine. Et elle a pris le frère, parce que le frère avait vachement insisté, quand ils ont su qu'il y aurait une famille d'accueil, etc., pour qu'ils soient pas séparés. Et donc lui va trouver qu'il y a plein de trucs chelous chez cette femme, et effectivement, oui. Voilà. Alors, je spoil rien, évidemment, comme toujours. Ça m'a fait un peu penser à... Alors, c'est dans l'atmosphère, hein, à The Visit, le Night Shyamalan, et un ou deux autres films qui sont sortis ces dernières années avec ce genre d'ambiance où tu perçois qu'il y a un malaise qui est en train de se développer. Sincèrement, je l'ai pas adoré, mais je dois dire que c'était bien. Voilà, ça m'a moins touché que La Main par exemple, mais c'est très ambitieux. Il y a des moments, j'ai presque envie de dire que c'est un peu trop ambitieux au niveau intello, quoi. Moi j'adore, hein, forcément, enfin j'aime tous les films d'horreur, enfin j'ai pas de style, si, il y a un style que j'aime pas, c'est le body horror, mais bon. Mais c'est parce que pour moi il y a une énorme différence entre l'effroi et le dégoût. On en a déjà parlé, enfin j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Voilà, le body horror, ça me donne envie de vomir, mais ça ne me fait pas peur du tout. Généralement, quand je suis dégoûté par un truc, j'ai pas peur. Enfin, ce sont deux sentiments, sensations très différentes. Je dis ça parce que vers la fin du film, on a 2-3 scènes de pur body horror. Et là, moi, j'étais à deux doigts de décrocher en mode, ah non, enfin, parce que pour moi, c'est où t'as envie de te marrer, ou t'as envie de vomir, c'est un peu les deux chez moi, hein, enfin quand il y a du body horror. Mais en tout cas, la peur, elle s'en va, enfin la tension, elle s'en va, quoi, elle s'en va complètement. Et donc c'est dommage, mais en même temps, je tiens quand même à préciser que c'est pas du body horror gratos, c'est-à-dire que effectivement, je comprends pourquoi ils l'ont fait. Enfin, moi, je l'aurais pas fait de façon aussi insistante visuellement pour vraiment te faire gerber, quoi. Mais c'est pas gratos, ça a un sens. Donc c'est pour ça que je dis, franchement, le film est bon. La mère est terrifiante, enfin elle est pas terrifiante, elle est... qui se passe son temps à se contredire. Je suis mon propre hater, j'espère que vous avez tous compris. Elle est pas terrifiante, mais elle distille un malaise à la perfection. Superbe actrice, j'avais jamais eu de ma vie. Voilà, gros coup de cœur sur cette femme que je connaissais pas du tout et qui porte le film d'ailleurs complètement. L'ado est parfait aussi. Enfin, le casting est très bon. Ils jouent tous très très bien. Donc voilà, je vous le conseille, mais c'est pas. Alors moi, ça m'a pas fait peur du tout. Je précise quand même, hein, mais du tout. Mais c'est pas. Enfin voilà, moi il y a plein de films d'horreur que j'adore et qui me font pas peur, mais j'adore l'histoire, la tension, la façon dont c'est raconté, ce qui se passe et tout. Et je suis pas forcément traumatisé, quoi. Donc là, c'est un cas typique de ça, quoi. Qu'ai-je vu d'autre? Ah oui, je vais terminer avec mon coup de cœur de ce JDV. Un petit film que j'ai chopé en site Corsair, donc je ne sais pas du tout, j'ai pas suffisamment enquêté. J'ai vu qu'il y a une traduc du titre en français, donc mais j'ai pas vu particulièrement d'infos sur une plateforme qui le diffuserait, donc je ne sais pas trop ce qu'il en est. Bref, je vous laisserai enquêter de votre côté si ça vous intéresse. En tout cas, moi, c'est ma reco de la semaine du JDV. Sharp Corner, intitulé en français donc Virage Fatal, un film que j'ai vu n'est pas récent, ça, je crois que ça a au moins 1 an, peut-être même 2, 2023-2024 il me semble, qui est le second film de Jason Buxton, le réal qui avait fait Blackbird. Alors pas la série génialissime hein, d'ailleurs, le film Blackbird, petit film qui était vraiment sympa, moi j'avais bien aimé, sans adorer, mais un film qui a fait pas mal de buzz comme à l'époque. Et donc là pour moi, le mec s'est surpassé, c'est-à-dire que là c'est extraordinaire, j'ai adoré ce film, ce sera un de mes coups de cœur de l'année, je le pense. Et aussi une découverte d'ailleurs, j'ai noté son nom parce que je le connais pas, Ben Foster, qui est donc l'acteur principal et qui délivre une performance de dingue.
On va suivre, sans rien vous spoiler bien évidemment, une famille, un père de famille en fait, qui est quelqu'un de plutôt renfermé, discret, un peu invisible et tout, sans histoire. Il emménage avec sa femme et leur fils dans une magnifique baraque qui a la particularité d'être située à la sortie d'un virage assez dangereux, quoi. En zone vraiment forêt, nature et tout. Et donc ils emménagent, tout va super bien, enfin c'est la bonne ambiance, jusqu'au moment, et ça vient assez rapidement, où un terrible accident se produit. Voilà, une voiture loupe le virage et manque de défoncer la baraque, quoi. Donc en fait, ça c'est pas du spoil parce que c'est l'intro, quoi. Mais enfin, en gros, c'est une bande de jeunes, ils vont se prendre un arbre et ça va être terrible. Et lui donc il va sortir, essayer de porter secours et tout. Et suite à ça, des accidents vont se multiplier. Ils vont comprendre que voilà, le fait que le prix de cette baraque était accessible, voilà, ça cachait quelque chose. Que ce virage, il y a régulièrement des accidents. Et lui, il va se découvrir en fait, comment dire, il va être stimulé. C'est-à-dire que ces accidents vont le pousser à vouloir se mettre à la place d'une sorte de héros qui porterait secours et tout. Donc il va prendre des cours de secourisme et il va développer une obsession pour ce virage, pour les accidents. Ça va très mal dévier. Et de façon ultra habile, on va percevoir qu'il finit par souhaiter les accidents, puisque les accidents sont des événements qui lui font du bien dans la façon dont il se perçoit lui. Enfin, bordel, chef-d'œuvre, j'ai adoré. Adoré. C'est typiquement le genre de film que j'ai rarement, c'est-à-dire le genre de film où tu regardes et tu te sens à la merci complète du réal. C'est-à-dire que tu es là, tu te dis, mais qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce qu'on me raconte, qu'est-ce qui va se passer. Le casting est ouf, j'ai fait les éloges de l'acteur principal, mais celle qui joue son épouse est parfaite aussi. Il y a pas mal de séquences à son taf, parce qu'à son taf, il va se passer des trucs aussi. Voilà, il y a un mec avec qui il devient en conflit assez rapidement, enfin, c'est génial. Grosse reco les amis, Virage fatal. Vous devez absolument lui donner sa chance. Et j'enchaîne immédiatement avec les questions reçues. Est-ce que tu es hypé par la bande-annonce de Running Man? Non. Alors j'ai vu qu'il y a beaucoup de fans de réal surtout, hein, qui sont ultra hypés. Moi, non. En fait, je suis même un peu refroidi. J'aime beaucoup l'acteur, ça a l'air très beau, mais ce que m'annonce la bande-annonce me fait peur. Voilà, moi j'adore le bouquin, bien évidemment, de Stephen King. J'avais beaucoup aimé, à l'époque, le premier film, la première adaptation, même si elle était quand même très... elle était un peu plus légère, on va dire, que le roman. Il y avait quelques grosses différences sur la fin, enfin bon, bref. Qu'importe. En tout cas, j'avais beaucoup aimé, Schwarzenegger, génial et tout, quoi. Et là, je perçois, une adaptation du roman encore plus éloignée, en mode ultra fun. Et moi, ce que j'avais aimé dans Running Man, alors le roman carrément, mais même dans le film, on le percevait quand même encore un peu, c'était la violence du sarcasme, c'est un film cruel, horrible, quoi. Ça restait quand même un film avec beaucoup de noirceur, c'est ça que je veux dire. Et là, ce que semble vendre la bande-annonce, c'est tout l'inverse. C'est que du fun, que des vannes. Le mec, t'as l'impression qu'il s'éclate tout du long. J'aime pas du tout le ton. Enfin, c'est pas ça que j'ai envie de voir. Enfin, ou alors c'est vraiment un truc à regarder en bouffant des chips et en rigolant, quoi. Mais non, pour moi, Running Man, c'est pas ça. Donc je suis assez inquiet, voilà, je pense que... alors, c'est pas inquiet dans le sens, je pense que ce sera foiré, mais dans le sens, c'est pas ce que moi j'ai envie de voir. Tu as encore quelques histoires sujets en réserve pour des vidéos longues, type souvenir d'une vie, ou est-ce l'inévitable fin de ce format génial? C'est une question venue de l'expression du cœur d'un fan, moi qui a regardé au moins 4-5 fois chacune de ces vidéos, waouh. Alors ça me touche énormément, je suis... tellement heureux que ces vidéos-là, qui étaient pour moi les vidéos les plus suicidaires à faire, soient en fait mes plus gros succès en termes de vues. Mais voilà, parfois d'assez loin hein, d'ailleurs. Et voilà, ça me touche beaucoup parce que, bon, c'est vraiment... c'est pas le... Comment dire, c'était pas évident pour moi, ce constat-là. Alors, oui, moi j'y ai pensé, j'ai régulièrement des gens qui me demandent d'en faire d'autres. J'ai pas une vie, avec des événements illimités et tout. Et comme je l'ai un peu dit dans la dernière vidéo, je pourrais faire encore 2-3 vidéos, je pense, très intéressantes. Mais elles seraient vraiment très très sombres.
les gros sujets importants, enfin, ouais, ou même anecdotes, tu vois, mais importantes de ma vie, c'est lié à mon enfance entre 5 ans et 12 ans. Et voilà, j'ai toujours dit, ça a été très difficile, mais enfin, si je rentre dans les détails, vous allez voir que c'est même cauchemardesque. Donc, raconter ça, quel malaise ça va déclencher, enfin, pourquoi faire en fait. C'est trop horrible, enfin, c'est trop horrible. Non, je peux pas, enfin, voilà, c'est pas possible. Et à part ça, non, j'ai pas trop d'idées, j'avoue. Voilà, donc, je crains que ce soit un peu la fin. Il y a peut-être une idée qui va me revenir un jour et où je vous ferai une petite vidéo, mais c'est vraiment pas sûr. Où peut-on trouver ta reprise de la chanson minoritaire de Jean-Jacques Goldman? J'avais réussi à trouver celle de Polnareff, Graffiti, mais Goldman c'est introuvable. Alors oui, c'est parce que, alors tout simplement parce que ma reprise de Polnareff Graffiti, elle est sortie officiellement sur une compile d'une maison de disques et avec, enfin j'allais dire l'accord, mais enfin ça a été plus que l'accord, avec la complicité, l'aval et l'accord de Michel Polnareff lui-même. Goldman, il s'est passé un truc très con. Je n'ai pas pu obtenir l'autorisation de Jean-Jacques Goldman, que je connais pas du tout évidemment. Or, un peu comme ce que j'avais fait sur la chanson de Polnareff, sur la chanson minoritaire de Goldman, je me suis permis de la modifier. Je me suis permis de modifier sa structure et c'est tout, je crois. Mais c'est quand même beaucoup. Et dès que tu modifies la structure, enfin de l'œuvre d'un artiste, la SACEM t'oblige à avoir l'accord de cet artiste. Et ce qui est normal, hein, parce que tu déformes, enfin tu transformes, tu modifies une œuvre. Donc autant tu n'as pas à obtenir d'autorisation si tu respectes la chanson telle qu'elle est et que tu ne la modifies pas, autant si tu la modifies dans ses textes ou dans ses arrangements, enfin pas dans ses arrangements pardon justement, il y a une distinction importante dans sa structure musicale, tu dois avoir l'accord de l'artiste, sinon il peut te faire un procès. Voilà. J'avais demandé à 2-3 personnes qui auraient pu éventuellement avoir des contacts faisant que peut-être j'aurais pu finalement faire parvenir ma reprise à Jean-Jacques Goldman pour savoir s'il validait ou pas ma reprise. Mais ça n'a pas été possible. Voilà, enfin, tous les gens m'ont dit, je ne sais pas du tout comment le contacter. Des gens à sa maison de disques m'ont dit, nous on a des consignes de pas lui faire suivre. Donc bon, c'est un peu l'inverse de chez certains artistes. Donc dès lors que c'était comme ça, il y avait aucune solution de lui faire parvenir la chanson et c'était pas non plus l'objectif de mon existence, donc j'allais pas perdre mon temps, j'allais pas y consacrer mes jours et mes nuits à m'acharner, donc j'ai laissé tomber, mais du coup comme je suis prudent, j'ai fait en sorte que la reprise de Goldman ne soit disponible nulle part. Par contre, comme j'étais un peu kamikaze au tout début, je l'avais mise en ligne effectivement au tout début de façon totalement punk, hein, voilà. Donc il y a des gens qui l'ont entendu, bien sûr, et enfin il y a même une personne qui est devenue assez importante finalement, qui l'avait entendu, qui avait tellement aimé que c'est comme ça que ça lui a fait découvrir tout le projet Alexandrome. Par la suite, cette personne est devenue journaliste pour le magazine Best. Et enfin bref, et ça a provoqué plein d'événements. Donc je suis très content finalement de l'avoir mise en ligne comme un voyou. Momentanément, parce que ça m'a apporté beaucoup de choses très chouettes, mais malheureusement je ne pouvais pas laisser perdurer le truc, parce que tôt ou tard quelqu'un éventuellement allait finir par tomber dessus et prévenir le staff de Goldman ou Goldman lui-même, et autant je pense que visiblement il faut pas le déranger quand un inconnu reprend une de ses chansons ou sans la modifier, autant et je me mets à sa place, voilà. On lui dit il y a quelqu'un qui a fait un truc sans ton autorisation, tout, voilà. Réponse longue, je suis désolé, mais voilà pourquoi. Parce que je sais qu'en fait, c'est une question qu'on me pose régulièrement. Pas sur la chaîne La Fuite en vidéo, mais dans les PM de Alexandrome. J'en profite de répondre ici. Aurais-tu des conseils de lecture à nous donner pour cet été? Oui. Alors oui, c'est une question très, très intéressante. Vous savez que je suis un littéraire, enfin, ça fait partie de mes défauts. J'adore lire, il y a un milliard de bouquins que je vénère. Et d'auteurs, bien évidemment. Donc, j'ai sélectionné 3 bouquins à vous recommander pour voilà, ceux qui voudraient bouquiner cet été. Premier livre de ma recommandation pour vous cet été, il s'agit de Pifou Poche, l'ami des animaux. Donc voilà, ça se lit, je ne vais pas vous spoiler hein, pour ceux qui voudraient lui donner sa chance à cet ouvrage. Alors donc il s'agit des aventures de Pifou, hein, évidemment, hein, et qui est donc ici l'ami des animaux. Voilà, le visuel le prouve très clairement d'ailleurs, hein, puisqu'il chevauche un dauphin afin d'aller martyriser son copain. Et voilà, le dauphin a l'air très heureux de se faire chevaucher par Pifou. Donc on imagine qu'ils sont amis, effectivement. Une relation d'amitié, voilà.
Alors c'est donc dans la collection Gallimard. Non, pas du tout. C'est Pif Parade. Un autre livre, alors très différent. Une autre reco par contre, de lecture de cet été. Il s'agit de Pifou Poche. Pifou Poche, alors ici, donc des aventures diamétralement différentes, hein, évidemment. Et là, on peut voir que, alors, Pifou n'est pas forcément uniquement l'ami des animaux, c'est également l'ami du soleil. Et voilà, on en a la preuve ici, puisqu'il il lui serre la main, il serre la main au soleil. Et j'ai envie de dire, qui peut se vanter d'avoir serré la main du soleil? Eh ben, Pifou. Donc voilà. Et alors, ma dernière reco littéraire de cet été, pour te répondre, là, bon, on change vraiment pas mal d'ambiance, puisqu'il s'agit des aventures de Pifou Poche. Pifou Poche. Et alors, là, c'est un livre très difficile, je tiens quand même à le préciser. Et dès la pochette, on sent que ça va pas rigoler des masses. Là, on aborde vraiment un peu la vilainie. Hein. On voit que Pifou a crevé la gueule de son pauvre compagnon d'infortune avec son parapluie, faisant en sorte que lui est protégé de l'averse, mais que le pauvre bougre, lui, par contre, c'est la saucer dans la gueule. Et Pifou, ça a l'air de bien le faire marrer. Hein. Côté empaffé de Pifou, j'étais un peu choqué. Peut-être à déconseiller aux âmes sensibles, ne peut-être pas lire le soir avant de s'endormir. Voilà. C'était donc mes 3 recos. C'était hilarant, n'est-ce pas? Mais si, c'était hilarant. Mais si, vous n'avez aucun goût, vous n'avez aucun humour. Plus sérieusement, la reco littéraire de cet été, je vous l'ai faite la semaine dernière, mais vous n'écoutez rien. C'était le portrait de Madame Charbuck, voilà, qui est un chef-d'œuvre. Je souhaiterais savoir si tu as lu les mémoires posthumes de Lisa Marie Presley. Si oui, est-ce que tu as apprécié et qu'est-ce que tu en as retenu? Oui, je l'ai lu, alors compilé par sa fille, avec des bribes de trucs audio et tout. J'ai beaucoup aimé, sincèrement, au final, ce que j'en ai... c'est très particulier, parce que donc elle n'a pas pu vraiment les mettre en forme, les achever, etc. Ce que j'en ai retenu, c'est... ce qu'elle dit de sa dépendance aux opiacés. Ça, j'ai trouvé ces passages-là terribles. Et franchement, pour moi, c'est les plus durs du bouquin parce que cette dépendance, elle en parle d'ailleurs à un moment, c'est un lien maudit en fait, qu'elle a, sans le vouloir, avec à la fois son père, Elvis, donc, dont elle parle... très bien, enfin tout le passage sur son enfance, enfin même avec son recul et tout, j'ai beaucoup aimé, beaucoup. Et comment dire, oui, le parallèle avec la dépendance aux opiacés qu'avait développé son père, bah c'est super triste, enfin c'est terrible, il y a quelque chose de... Voilà, de la malédiction quoi, qui s'abat, et le plus fou, c'est que donc c'est également une dépendance qu'elle partageait avec son ex-mari Michael Jackson. Et voilà, alors les passages sur Michael, il y en a où, bon, j'ai quelques petites réserves, mais globalement, je peux comprendre pourquoi elle est choisie de parler comme elle le fait. Il y a des choses, bon, qu'elle raconte, moi je l'aurais pas raconté à sa place, mais... Il n'y a rien de grave, enfin, je précise quand même pour les haters, non. Mais c'est pas ça le truc, c'est que elle a tellement tout dit et son contraire dans la presse sur Michael Jackson au fil de sa vie, hein, que bon, bah là, elle remet un peu les pendules à l'heure. Enfin, il n'y a pas de mea culpa, mais bon, on en conclut quand même qu'elle regrette certains de ses propos. Enfin, globalement, je trouve que c'est super intéressant. Je suis pas certain que ça passionnerait n'importe qui, évidemment, mais moi qui suis à la fois grand fan d'Elvis, immense fan de Michael, et qui aimait beaucoup la personnalité de Lisa Marie Presley. Hein, franchement, c'était une grande gueule, quelqu'un d'assez torturé, mais moi je l'aimais bien, voilà, je l'aimais même beaucoup, en fait, humainement, je veux dire. Et elle parle de sa mère un peu aussi. Sa mère, c'est compliqué, mais bon, elle en parle très bien, hein, mais moi, mes rapports à sa mère, c'est compliqué. Ne trouves-tu pas que depuis la fin des années 2000, le cinéma régresse? Je pense que c'est une question piège envoyée par Samir. Comme ça, je vais répondre que oui. Je vais passer pour un sale réac. Non. Enfin, que le cinéma régresse, non. Sincèrement, non. Mais ça veut pas dire que c'est pas le cas. Hein. Peut-être c'est le cas, mais que je m'en rends pas compte. Parce que finalement, je constate qu'il y a quand même... j'ai quand même régulièrement beaucoup de coups de cœur. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de films qui tentent beaucoup de choses. Pour moi, la régression, c'est la frilosité...
Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, même s'il y a des choses qui sont faites et qui sont... Mais même ça, des fois, je critique à 24, par exemple. Mais c'est une bénédiction qu'ils existent quand même, ces gens-là. Parce que c'est vachement audacieux, ça pousse les gros studios aussi à prendre plus de risques. Non, c'est très bien, donc je trouve pas que le cinéma régresse. Après, il y a comment dire, il y a un certain style de cinéma qui, de mon point de vue, oui, là, par contre, régresse. Notamment tous les trucs de super-héros et de machin, je pense qu'il y en a trop eu. Ça a été vraiment la soupe au dégueulis, et que là, on n'en peut plus. Et j'ai l'impression que, ouais, sur les 5-6 dernières années, il y a des films de super-héros, enfin bref, non, vraiment, c'était pas possible, quoi. Donc bon, mais ça veut pas dire que, globalement, le cinéma régresse, parce qu'à côté de ça, il y a eu des chefs-d'œuvre, moi, il y a eu tellement de films que j'ai adoré, et je ne suis pas certain qu'il y en ait moins maintenant que j'ai adoré que dans les années près 2000, donc... Je suis pas certain. Ah bah, dans les années 80, c'était une orgie sans fin, quoi. Donc là, oui, c'est sûr que c'était c'était vraiment open bar. Mais sinon, non, je dirais pas ça. Enfin, j'ai pas assez de ressenti en fait personnel pour aller dans ce sens-là. Comme toujours, j'ai envie de dire, il y a des films que je peux pas saquer, que je trouve que c'est de la merde, foutage de gueule, et il y a des films que j'adore, c'est des petits miracles, tout machin, et au milieu il y a des trucs que je trouve sympatoches. Enfin en fait, je constate pas vraiment de grosses régressions globales, quoi. Voilà, c'est bien, oui, c'est important d'articuler quand on est youtubeur global. C'est étonnant ton tatouage, ça a forcément une signification, est-ce qu'on peut savoir? Alors vu qu'il fait à nouveau moins de 40 degrés, j'ai remis un t-shirt normal, tu m'as dit que tu parlais de celui-ci, qui est le symbole, enfin c'est le logo de mon projet musical, donc depuis maintenant 20 ans, même plus de 20 ans. Donc Alex Syndrome, c'est le logo tout simplement. S sur une croix en hommage, enfin clin d'œil à Albator évidemment. Voilà, tout simplement. Penses-tu que s'il y avait eu l'équivalent de Janis Joplin dans les années 80 avec un succès conséquent à la clé, ça aurait été un plus, ah oui, énorme pour la décennie? Le public aurait vu en cette chanteuse l'antithèse parfaite de Madonna et les médias se seraient peut-être lancés dans un débat sans fin du type authenticité contre superficialité. Alors Janis Joplin je connais pas très bien, par contre c'est la chanteuse favorite de ma mère, donc je connais quand même un peu, parce que ma mère adorait Janis Joplin, et du coup il y en avait de temps en temps à la maison. Voilà, après plus tard, je crois que j'avais vu un docu sur elle, mais je suis pas fan, enfin, je précise quand même. Par contre oui, Janis Joplin, il y en a une mais pas deux, quoi. Alors je suis pas certain par contre que s'il y avait eu l'équivalent de Janis Joplin dans les années 80, ça aurait changé grand chose, dans le sens où ça aurait... c'est-à-dire que le problème en fait de ta question, pour moi, c'est que tu dis s'il y avait eu une Janis Joplin, elle aurait été l'antithèse parfaite de Madonna. Je ne crois pas que si on avait eu ça, et d'ailleurs on l'a eu plus tard, hein, on a eu des... alors moi j'aime pas vraiment, donc pour moi elles n'avaient pas le talent de Janis Joplin, mais on a quand même porté au nu Alanis Morissette à une époque était vraiment la méga star avec le tampon authentique. Voilà, il y en a eu 2-3 autres. Il y avait Tori Amos à une époque, mais Tori Amos c'était un peu plus vraiment underground. Mais Alanis Morissette c'était vraiment une méga star à une époque. Et pourtant elle n'avait pas du tout l'image de superficielle, mais alors pas du tout quoi. Ce que je veux dire c'est que personne n'est parvenu à atteindre le degré de popularité de Madonna dans les années 80, et que un équivalent de Janis Joplin ce serait manger un mur, enfin comme toutes celles, c'est-à-dire que même moi par exemple, parmi mes chanteuses préférées vraiment des années 80, il y a Tina Turner. Tina Turner dans les années 80, mais incroyable. Et Tina Turner, elle a fait des stades, enfin elle a été numéro 1, enfin c'était une méga star dans les années 80, et pourtant elle n'a jamais atteint le niveau de folie planétaire de Madonna. Et en plus, Tina Turner n'était pas non plus une Janis Joplin. Enfin, voilà, elle était quand même beaucoup plus mainstream, on va dire. Donc voilà, donc je crois qu'en fait, personne, rien ni personne n'aurait pu être suffisamment successful pour faire... créer une espèce de duel authenticité-superficialité. Après, moi, j'ai jamais dit, je sais qu'il y a des gens qui le pensent, hein, mais pour moi, Madonna n'est pas superficielle. Superficielle, pour moi, c'est pas Madonna, hein, alors pas du tout même, hein, sachant que Madonna a très rapidement composé ses chansons, très rapidement et très longtemps tenu tête à sa maison de disques. Enfin, on est à l'inverse de l'artiste superficiel qui ne fait que chanter, enfin voilà, n'est pas l'auteur de ses chansons, obéit au doigt et à l'œil aux consignes de la maison de disques. Là oui, là c'est... Et il y en a plein, hein. Enfin il y en a eu de tout temps, mais des artistes superficiels, il y en a un milliard. Madonna,
mais pas du tout. Enfin, pas du tout, du tout. Donc, mainstream par contre, ouais, très grand public, on pourrait dire. Mais superficiel, Madonna, pas du tout. Concrètement, en tout cas, après on peut dire qu'on déteste, tu vois, mais... Britney Spears, voilà, oui... pourtant, il y a plein de trucs de Britney Spears que j'adore. Hein. Mais oui, on peut parler d'une forme de superficialité, surtout à ses débuts. Et puis, il y a un milliard d'autres chanteuses, on peut le dire aussi. Hein. Un super petit film fantastique indépendant de 1987 qui s'appelle Rétribution, réalisé par Guy Magard. C'est bien les 80, mais ça fait partie du charme. Les personnages sont vraiment attachants. Le look du film tire vers Argento, période Suspiria. Et les scènes d'horreur sont vraiment spectaculaires, étonnamment gore. Il était sorti brièvement en France sous le titre Les Forces du Mal. J'adore ce film. Il a un ton vraiment différent. Je me souviens de Rétribution. Je l'avais vu à l'époque. L'ai-je loué sous le titre peut-être Les Forces du Mal, je ne sais plus. Ou l'ai-je vu? Peut-être c'est passé sur la 5 à minuit ou M6 ou TV, je sais plus. En tout cas, je l'ai vu, j'avais pas trop aimé, je trouvais que c'était en grand guignol et tout. Et surtout les effets. Ah, les effets, j'avais du mal. Les effets vert fluo, avec les superpositions de trucs jaunâtres. Et même le jeu des acteurs, c'est hyper dans le surjeu. Alors, par contre, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai qu'il y a un ton fou. C'est un film fou, en fait. Hein. Donc, en fait, j'y repense et je me dis, il y a sûrement un charme à ce film. Mais oui, c'est bien années 80, mais pas dans le, pas dans le bon sens. Comme plein de films, hein. Mais même des films que je kiffe, hein, où j'avoue que, voilà, quand j'en parle, je précise. Je dis, c'est très années 80, mais pas... C'est pas le haut du panier, hein, voilà. Aimes-tu le prog rock style Yes ou Genesis et le film Les secrets professionnels du docteur Apfelgeuk, je ne sais plus, je me souviens de ce film avec l'ermite, je crois. J'avais pas adoré, mais j'ai pas revu depuis 30 ans, donc il faudrait peut-être que je lui redonne sa chance. Je me souviens que c'était bien barré, mais voilà, j'ai pas plus de souvenirs que ça. Yes, je connais très mal. J'avais l'album. Bah, je crois que c'est leur plus gros succès d'ailleurs. Enfin, c'est l'album où il y avait Owner of a Lonely Heart. Voilà, quelle chanson magnifique. D'abord, je me souviens, j'avais acheté le 45 tours quand c'était sorti. J'étais gamin de Owner of a Lonely Heart. Et après, il y a eu l'album et tout l'album était magnifique. C'était une période d'ailleurs, j'avais acheté aussi un album de Foreigner la même année, ou je sais plus quoi, qui était vraiment dans le même genre de rock, pop rock avec beaucoup de synthé. Et vraiment beaucoup de talent, surtout, sur les compos. Donc cet album de Yes, je l'adore, mais bizarrement, j'ai jamais poussé plus loin, donc je connais très mal. Genesis, j'en ai déjà parlé plein de fois, il y a 1 milliard de chansons que j'adore, pourtant je n'ai aucun album de Genesis. Genesis, c'est typiquement un groupe où tu peux me foutre ça en fond sonore dans un resto pendant 1000 heures, ça va pas me gêner, quoi. Même, c'est agréable à écouter, quoi. Voilà. Après, je rappelle, régulièrement je le dis, que même si je suis pas fan et que j'ai aucun album, j'aime... énormément de chansons de Phil Collins. Donc pour moi Phil Collins c'est un génie, quoi. Voilà, parce que je sais que c'est la mode depuis des années de lui vomir dessus. Voilà, il y avait un moment c'était Elton John, puis là c'est Phil Collins qui en prend plein la gueule. On ne sait pas trop pourquoi. Que penses-tu du film Laurence d'Arabie de David Lean? J'adore. Alors je l'ai pas revu depuis longtemps celui-là aussi, après presque 4 heures il me semble de mémoire. Peter O'Toole, incroyable. C'est vraiment le film référence. Enfin c'est un bon chef-d'œuvre c'est sûr. Mais c'est le film d'aventure, enfin d'épopée, où tout est réussi. Alors il y a sans doute un petit côté qui a vieilli pour certaines personnes, je pense aux jeunes d'aujourd'hui, tout ça. Peut-être, je ne sais pas, je m'en rends pas compte. Ça fait trop longtemps que je l'ai pas revu. Moi j'avais adoré, enfin je l'ai vu comme 2-3 fois dans ma vie. Pour moi c'est un chef-d'œuvre du cinéma. Enfin, même la musique de Maurice Jarre, enfin tout est au top du top, quoi. Et en plus c'est pas con, enfin là c'est comme un film avec voilà un sous-texte qui est assez lourd, enfin voilà. Secondaire ou principal, quel est le personnage de roman que tu aurais aimé être? Aimer être, bah moi j'aime que les bouquins un peu tristes, donc en fait ce serait aimer être aucun, j'ai envie de dire. Mais mes personnages de romans préférés, c'est les enflures, hein. Vraiment. Donc, je crois que mon préféré, c'est Dorian Gray. Mais il est détestable. Il est complètement détestable. Après, il y en a d'autres, hein, mais je peux pas laisser vraiment des empaffés, hein. Tous. Bon, bref. J'ai redécouvert Billy Joel. Non, ce n'est pas une blague. J'ai adoré, surtout Piano Man. On aurait dit une chanson de Tom Waits, mais sans le côté « je me suis évanoui dans mon vomi ». Et
Ah non, je peux pas lire ça. Et putain, il y a des fans de Tom Waits qui nous regardent. C'est pas possible. Mais c'est très drôle. Tout ce que tu dis est très drôle. Euh, pour savoir... Oh merde. Ce que tu pensais de Billy Joel. Sa carrière incroyable sur 50 ans. Billy Joel, je connais extrêmement mal. Je me souviens de quelques tubes qu'il a eu dans les années 80. Sauf erreur, c'est lui qui faisait Uptown Girl, qui a été un énorme succès dans les années 80 et qui était incroyable, une chanson incroyable, vraiment, dans l'écriture, tout. Donc les rares fois où j'entendais du Billy Joel, je trouvais ça vachement bien, mais j'avais pas de coup de cœur. Et je rappelle quand même que c'était des années où il y avait trop d'artistes. Trop d'artistes bons, je veux dire. C'est-à-dire que moi, j'aimais déjà 1 milliard de trucs. Et j'en aimais trop par rapport à mes journées de 24 heures, quoi. Sans compter qu'il fallait aller au bahut, quand même. Donc il y avait plein de trucs que j'aimais bien, mais je me disais, ah, j'aime bien, mais c'est pas assez pour que ça remplace Prince, par exemple, que voilà, que j'écoutais du matin au soir, ou plein d'autres, hein, ZZ Top, j'en sais rien, peu importe. Donc voilà, donc je connais très mal, mais j'en ai une très bonne image. Pour moi, c'est un mec qui avait énormément de talent, et qui a effectivement eu une carrière assez dingue, de longévité, je veux dire. Quel métier exerces-tu actuellement? Alors c'est une question que j'ai de temps en temps, je l'avais eu il y a 6 mois, un truc comme ça, et j'avais répondu que donc je suis plus du tout dans la publicité, hein, depuis longtemps, et depuis un peu longtemps maintenant aussi, je suis en fait dans le milieu de l'architecture, voilà, tout simplement. Grâce à ma chérie d'ailleurs, c'est ma chérie qui m'a fait découvrir ce milieu, et donc je suis dans le conseil, en fait, avec elle, donc un conseil au cabinet d'architectes pour la sélection d'appels d'offres. Alors c'est des gros trucs, hein, en plusieurs millions d'euros, voilà. Et voilà, donc création d'appels d'offres, sélection de BET, c'est passionnant pour vous évidemment, et tout ça. J'aime beaucoup, voilà, un truc que j'aime beaucoup faire. Ton avis sur King Crimson? Je connais trop mal pour en parler. Voilà, j'avais écouté, j'avais pas aimé, du coup j'ai jamais approfondi et je suis ignare total. Voilà. Un petit tatou tour. Petit tatou tour, oh, il est mignon le tatou tour. Il a rend. Voilà. C'est le démon ce truc. Bref. Je sais pas, est-ce que je l'ai déjà fait, je suis pas sûr. C'est possible quand même, je crois peut-être. Donc là je disais, ça va être rapide, hein. J'en ai pas beaucoup. Ça c'est le logo de Syndrome. Je l'ai fait il y a une éternité, hein, mais alors vraiment une éternité. Donc là, c'est Taking Care of Business, donc la mafia d'Elvis Presley. Ouais, je dis mafia pour rire, hein, mais c'est parce que c'était comme ça qu'il l'appelait lui-même. Ici, c'est Self-Esteem, donc l'amour propre en japonais. C'est le tout premier tatouage que je me suis fait faire, je crois que j'avais 19 ans, un truc comme ça, peut-être un peu plus, 20 ans. Pour me rappeler que, enfin voilà, qu'il fallait pas se laisser piétiner par des cons, ni par la vie d'ailleurs, et que j'avais tendance à un peu trop souvent oublier mon amour propre. Donc afin de ne plus jamais l'oublier, je me le suis fait tatouer, bordel. Ici, c'est donc le logo de MGG Production, donc la société créée par Michael Jackson. Enfin voilà, vous voyez bien, voilà. Et là, c'est le dernier. Hop, je vais vous montrer comme ça, voilà, whatever. Donc, qu'importe, voilà, une sorte de philosophie de vie. Et il y en a un autre qui est beaucoup plus discret, voilà, et qui, voilà, donc le symbole, je sais plus comment on appelle ça, enfin, quoi, et qui remplace mon alliance, voilà, c'est-à-dire que mon épouse a le même au même endroit, et on se les fait faire le jour du mariage, au moment où normalement ce serait remis les alliances. Eh ben, on a un ami tatoueur qui est venu nous tatouer tous les deux. C'était génial. Question pour ton double Alex Syndrome que tu sembles héberger de temps en temps. De quel album est-il le plus fier? Oh, alors je n'ai honte d'aucun de mes albums, ce qui est une chance, hein, franchement. Et Dieu sait que si j'avais honte d'un album, je le dirais très franchement. Le plus fier? Alors en sélectionner un, je saurais pas le faire. Mais sur, je crois, 10-11, j'ai sélectionné 5. Je suis désolé, mais ces 5-là, j'ai du mal à les partager. Et j'en suis vachement fier. Donc je dirais alarmiste. Après, je fais quand même par ordre de préférence, mais des fois ça pourrait changer. Hein. Blackout. Ensuite, ouais, celui-là vraiment je l'adore. C'est un de mes préférés, ça c'est sûr. C'est Superdition, Fantôme. Voilà.
Et le dernier que j'adore, donc fait avec ma chérie, qui s'appelle Eject. C'est cela où quand je les réécoute, je suis trop content de ce qu'on a fait avec Will, tout ça. Et sur le dernier, avec ma chérie également. Pensez que la tragédie qu'a vécu Vince Neil au milieu des années 90 expliquerait en partie le fait qu'il n'arrive plus à chanter de manière potable depuis 30 ans. C'est peut-être une impression personnelle, mais il me semble qu'il n'est plus le même depuis cet épisode. Moi, j'ai l'impression que ça n'a pas changé énormément de choses. Faudrait voir avec Michael Monroe. Hein. Voilà, enfin, tu fais référence pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout, donc à un accident de voiture qu'a eu Vince Neil et qui a provoqué la mort d'un membre de Hanoi Rocks. Voilà, et les conditions, drogue, alcool, machin et tout. Et bref, pour beaucoup de gens, Vince Neil était responsable. Donc voilà, je suis pas certain parce que Vince Neil par la suite s'est comporté vraiment en vrai connard. Décomplexé, enfin je veux dire qu'il n'a pas montré non plus que ça l'avait traumatisé et on le lui a beaucoup reproché quoi. Et après en plus vocalement après je trouve que il a encore été très bon 30 ans, enfin je sais pas si c'est peut-être moi qui ai dit 30 ans pour vanner quoi, mais non je suis pas ah putain ouais on est en 2025. Ouais si ça fait 30 ans ouais, c'est clair ouais. Non mais je veux dire par exemple après cet accident là sur Girls tout ça il y a par exemple, il est excellent, le chant de Vince Neil, tout ça, et là encore, moi je les avais vus en tournée sur Dr. Feelgood, ça allait très bien, pour moi c'est plutôt après Dr. Feelgood où ça a commencé un peu à déconner, quoi. Et puis je dirais que ça fait 20 ans plutôt, que là réellement, il n'y arrive plus du tout. Pourrais-tu nous citer un ou plusieurs Charles Bronson qui te paraissent trop méconnus et ou sous-cotés? Non, je pourrais pas. Franchement, j'en avais revu énormément à une époque. Hein, j'en avais parlé en Reco Express. Il y en avait plein que j'avais pris beaucoup de plaisir à garder, mais sous-côté. Le truc de Charles Bronson, c'est que je trouve que c'était pas un immense acteur et que du coup, bon bah, c'est déjà. Enfin, je trouve que c'est déjà assez cool qu'il ait obtenu ce statut avec tous ces polars ultra violents et ces trucs comme ça. Dirty Harry bis. Mais enfin en pire, hein, enfin voilà, Dirty Harry c'est quand même voilà. Après il y a le Charles Bronson des années, enfin des westerns, des trucs comme ça et tout. Mais je saurais pas te citer un film où je dirais il est injustement méconnu, il mériterait d'être connu. Moi ceux qui sont un peu méconnus que j'ai vu, que j'ai bien aimé, je les ai bien aimés, mais je comprends qu'ils soient méconnus quoi. C'est pas voilà. Pour moi celui qui est vraiment très bon, c'est Un justicier dans la ville. Hein, j'en avais fait une vidéo. Un justicier dans la ville, le premier, donc c'est un très bon film. Et c'est pas du tout le film qu'on croit. C'est un peu comme certains autres films voilà où les gens voient l'affiche, se disent oh là là, c'est un truc teubé, ultra violent. Justicier dans la ville, c'est presque l'inverse. C'est un film vraiment qui dénonce énormément et en plus dont le personnage est voilà, limite un hippie anti-armes. Enfin, et c'est juste, il va être acculé. Enfin. C'est très bien écrit, c'est très bien interprété. Voilà, pour moi, c'est mon film préféré, ça c'est sûr. Avec Charles Bronson, c'est Un justicier dans la ville. Et c'est un film que je pourrais défendre avec plein d'arguments. C'est ça pour les cinéphiles. Moi qui ne connais pas très bien l'œuvre de Paul Naref, quels albums me conseillerais-tu? Si tu connais pas très bien l'œuvre, moi je conseillerais un best-of. Pour moi, les tubes, enfin, il y a quelques tubes que j'aime pas du tout. Hein. La poupée qui fait non, je déteste. Love Me, je déteste. Après, il y en a tellement, enfin, les trois quarts, pour moi, c'est du chef-d'œuvre. Voilà, alors, je suis allé chercher les compiles de Paul Naref. Il en existe trop, mais vraiment, beaucoup trop. Pour moi, la meilleure, vraiment celle qui est de loin ma préférée, c'est celle-ci, qui était sortie dans les années 90. Donc, voilà, si jamais, je suis sûr qu'on la trouve sur... en ligne quoi. Et parce que là la sélection de chansons pour moi elle est idéale, elle est absolument parfaite. Le mixage est excellent. Je sais pas ce qui s'est passé ici, mais le son est super bon. Et il est meilleur que sur certains best-of autres. Donc moi je dirais ça, survole ça pour une vue globale, parce que là on va passer des années vraiment des débuts jusqu'à je crois Kamasutra. Et sinon, en termes d'album, c'est je vais te faire le trio éternel que je fais à chaque fois. Bulle,
Alors ça sonne très années 80, moi c'est le Polnareff que je préfère, c'est le Polnareff des années 80. Voilà, donc là on est en 81, c'est une tuerie. 8 titres, un chef-d'œuvre, vraiment. Moi je mettrais celui-ci en premier, Bulle, mais je précise quand même arrangement. Les arrangements c'est très années 80. Californien même, Incognito, l'album Mésestimé, qui contient quand même beaucoup de chefs-d'œuvre de mon point de vue, notamment Dans la rue et Viens te faire chahuter, qui pour moi est vraiment une des meilleures pop songs jamais écrites au monde. Voilà, et après si jamais tu n'as pas décroché, je dirais Kamasutra, qui est un peu plus subtil, raffiné, j'ai envie de dire. Voilà. Ces albums-là, tu les survoles un peu, tu vois, parce que j'imagine, voilà, c'est pas, t'as pas forcément envie de te taper 4 heures d'écoute, mais si t'accroches pas, c'est, voilà, bah c'est pas pour toi, quoi. Que penses-tu des films réalisés par Serge Gainsbourg? Je t'aime moi non plus, Équateur et Stand the Flasher, une question que j'ai régulièrement, je suis obligé de dire que ce ne sont pas des films que j'ai appréciés particulièrement. Mon préféré, c'était Stand the Flasher, ça c'est clair. Mais je vois leur qualité, mais c'est pas des films qui me touchent moi bizarrement, hein, ça aurait pu, mais non. Donc je suis pas été un grand fan de ces films. Ton avis sur l'adaptation au cinéma des Mystères de l'Ouest avec Will Smith? Alors moi j'avais beaucoup kiffé, mais je l'ai vu qu'une fois, donc je peux pas, voilà, t'as un avis, mais moi j'avais beaucoup apprécié, je m'étais bien marré, je trouvais que c'était super fun. Et la fin là, il y avait le truc avec l'araignée géante. Non, moi j'avais vraiment kiffé, Passé un très bon moment, j'en ai un super bon souvenir, quoi. Bon, faudrait que je le revoie d'ailleurs du coup. Avais-tu aimé The Revenant Dinner 2 avec DiCaprio? Mais j'ai adoré ce film. Je l'ai d'ailleurs en DVD, je sais plus quoi, collector machin. Vraiment, j'adore ce film. Que penses-tu des films Rue Barbare et Descente aux Enfers, 2 films français adaptés de David Goudis? Et quel roman de ce dernier me conseillerais-tu pour entrer dans son œuvre? Alors, Rue Barbare, je l'ai et j'aime beaucoup. Le film, je veux dire, évidemment. J'aime beaucoup pour son ambiance, Giraudot incroyable. Mais bon, c'est pas. Pour moi, il n'y a pas de Goudis qui a été parfaitement adapté à ce jour. Descente aux Enfers, j'aime beaucoup. En fait, je les aime beaucoup aussi, ces 2 films français. Mais je parlais la dernière fois de Tirer sur le pianiste, que j'aime moins. Alors, je t'en ai sélectionné 3 vraiment que j'adore. Mais voilà, moi, je les aime tous, hein, les David Goudis. Mais là, il y en a 3 que j'adore. Cauchemar. Hop. Le Casse c'est vraiment un de mes préférés, un chef-d'œuvre total. Vendredi 13, rien à voir évidemment avec notre ami Jason. L'allumette facile, beaucoup aussi. Et Sans espoir de retour, incroyable. Donc voilà, ça en fait 5 que je te recommanderais. As-tu déjà vu Jean-Paul Belmondo au théâtre? Je pense aux pièces de Sartre et Cyrano... pièces avec Kin de Sartre et Cyrano de Bergerac. Jamais vu, je n'ai jamais vu Jean-Paul Belmondo au théâtre. Non, je n'ai vu que ses films. Connais-tu, apprécies-tu le Scott Walker Experimental Post-60s-70s de Climate of Hunter, Tilt Paula X soundtrack de Drift? Biche Bosch, putain, c'est la question de l'humiliation, ça y est. Et de oh putain, tu me cites que les trucs que je connais pas du tout. Voilà, donc connais-tu? Non. Apprécies-tu? Je ne sais pas. Le Scott Walker, je connais, hein, mais c'est pas trop mon truc. Expérimental post 60-70s, non, mais c'est pas. Je pense que je connais pas parce que ça me touche pas en fait. Tout ça en fait. Du coup, il y a des choses évidemment où je suis totalement ignare, inculte, tout ça parce que j'ai pas fait l'effort, parce que j'ai entendu des bribes et ça ne m'a pas appelé. Ça m'a pas appelé. As-tu entendu parler de la série allemande 4 Blocks qui s'étire sur 3 saisons entre 2017 et 2019? Je n'ai jamais entendu parler de cette série. Je me l'étais noté sur ma liste de vos suggestions et je vais aller voir. Et la dernière question sélectionnée, est-ce que tu préfères? Et si oui, pourquoi? Ouais, je préfère. Et pourquoi? Je pourrais argumenter, mais ce serait trop long et j'estime que j'ai pas à me rabaisser à le faire. Voilà. De rien, merci. Voilà.
Et je vais m'arrêter là, calmez-vous. Je vais m'arrêter là. C'est fou, la chaleur a augmenté pendant le tournage. J'espère que vous allez bien et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.